fait un jeu, toi et moi, celui qui baissera les yeux le premier. Êtes-vous prête pour la mort? Non. Comment? Personne ne doit être prêt pour la mort, non? Bien sûr que non. Non, non. Je partirai jamais, jamais, je peux pas imaginer ça. Non. Je dis souvent quand je traverse la rue, on me dit, ouais, fais attention. Je dis, regarde, si la caisse elle est pourrie, tu crois que je vais mourir écrasé par une Clio? C'est pas mon standing. Je ferai gaffe quand il y aura une Benz ou une Ferrari, mais pas une Clio. Donc il n'y en a pas beaucoup dans les rues. Vous êtes parti très jeune de chez vous? À 14 ans, ouais. Ouais. Je suis parti, je faisais le mur avec une de mes copines, Barbara. On avait une bande de copains, des quepons, donc j'ai menti que j'allais dormir chez la copine et la grand-mère de la copine. Et en fait, on est venus à Paris, toutes les deux, on a pris le train, on est venus et on est allés au bain-douche. Et tout le monde se faisait jeter, c'était marrant parce que je me souviens des physios qui jetaient tout le monde, ils nous ont vus, ils nous ont dit, les deux petites, elles vont rentrer. Et moi, je me souviens être en nuisette en boîte allemande, et je me dis, bah, ma tenue a bien plu. Et je rentre, et il y a un concert des Dead Kennedys. Et je dis, putain, c'est cool. Et je me dis, plus jamais je rentre, et jusqu'à aujourd'hui, je suis pas rentrée. Moi, mes parents, je les ai quittés pendant 20 ans. Et parce que je trouvais qu'on n'avait rien à se dire. Hein. Tu sais, je suis une famille où les gars sont des forces spéciales. Et comme c'est des mecs qui ont connu la guerre, souvent, ben, il avait connu l'Indochine, l'Algérie, donc tout ce qui était asiatique, tout ce qui était rebeu, ça passait pas dans la maison et ça m'a toujours tellement heurté, tellement choqué, tellement fait de peine que je suis parti où j'ai rien à voir avec cet univers-là. On m'a même pas parachuté dans cette famille, c'est comme ça. Cette phrase, on ne choisit pas sa famille. Mais à la fois, je n'ai jamais été une enfant torturée, une enfant privée de quoi que ce soit. On était une famille vraiment avec des tout petits moyens, mais j'ai jamais eu faim, j'ai jamais eu froid. Et à partir de là, je réfléchissais à mon père, qui c'était l'inverse, où le mec est orphelin déjà, donc il commence pas super sa vie. Et il me racontait toujours, il disait toujours, il était parti avec 9 copains, et ils sont revenus à 2, et il avait vu tous ses potes morts, soit en Indochine ou en Algérie, dans des conditions affreuses que n'importe quelle guerre amène. Et je me disais, c'est peut-être sa haine, c'est le traumatisme de la guerre, alors c'est pas une excuse, mais c'est quand même une explication. Et c'était comment vos retrouvailles avec votre père? Écoute, j'ai découvert qu'il y avait une lettre de mon père qu'il avait écrite à mon agent, où il disait qu'il voulait juste des nouvelles. Il voulait pas me forcer à revenir. Il voulait juste des nouvelles et il disait « Moi, je souffre ». Et alors ça m'a traumatisée parce que jamais il a dit ça. C'est un soldat qui se plaint jamais. Et je me souviens à la fin de sa vie où le mec est aveugle, il est très abîmé physiquement, mais il a toute sa tête. Et jamais ce mec se plaint. Tu vois, son dernier plaisir, c'était de conduire sa voiture. Il avait une petite caisse de merde, hein, il n'avait pas de thune. Mais c'était son dernier plaisir et il était aveugle quasiment. Donc moi, j'allais en voiture avec lui. Et on a failli se foutre en l'air 1000 fois, mais ça lui faisait croire qu'il pouvait encore conduire. Et ça lui faisait se sentir encore un homme debout, quoi. Et donc, quand je suis revenu, il était super heureux. Mais je suis parti avec un soldat super en forme, super vénère, qui a la haine pour tout le monde. Je suis revenu avec un vieillard qui peut plus rien faire, quoi. Parce que physiquement, il est très, très abîmé. Mais je l'aime. Mais on est une famille super pudique où personne ne se dit qu'il s'aime. C'est des mots qui n'existent pas dans ma famille. Tu sais, je me souviens, tu vois cette série Happy Days, cette série débile. T'avais la famille Cunningham, je crois. La famille Cunningham, les gars. C'est pour ça que je fais du théâtre, j'ai une mémoire, je retiens tout, n'importe quoi. Et la famille Cunningham, à chaque fois qu'ils se parlent, ils se disent « je t'aime ». Et je me disais, moi, comme nous, dans ma famille, on se disait jamais ça. Je dis, putain, moi, quand j'aimerais quelqu'un, je lui dirais tous les 5 minutes, c'est ce que je fais. À mes amis, à mes amants. Je leur dis tout le temps, je t'aime. Je trouvais ça classe. Donc, je suis comme la famille Cunningham, les gars. Je dis je t'aime à tout le monde maintenant. Ouais. Il faut surtout pas s'en priver. Après, il est trop tard. Tu vois, si à mon père, j'étais pas parti ces 20
20 ans, bah, je lui aurais dit. Et ou peut-être j'en ai pris conscience de l'importance que ça avait de le faire trop tard. Parce que quand on m'a dit cette lettre, moi, ça m'a super touché. J'imagine que dans votre sens aussi. Êtes-vous une personne religieuse? Oui, ouais. J'étais sous le charme du Christ. Tout de suite, des petites filles, quoi. Je trouve qu'il est tellement sexy sur sa croix, comme ça. Ah, il est tellement beau. C'est vrai. Il aurait été vilain, écrasé par une bagnole, ça aurait sûrement pas fait le truc que ça a fait. Ça aurait été moins sexe, quoi. Là, le mec, c'est une bombe atomique, il est nu sur une croix. Je dis bien joué, hein, Jésus. Bien joué, gars. Ha! Ha! Jésus serait-il la première star de rock'n'roll? Si je pense à Jésus, je pense à une image, ouais, quand même très rock'n'roll. Que 2000 ans après, on continue à tellement l'admirer. Et le fait d'être mort... Maintenant, on dit que ça sera à 40 ans et plus à 33 ans. Si... Mais il fait presque partie du club des 27. Ouais, avec Jim Morrison, Jimi Hendrix, Johnny Joplin et Jésus-Christ. Vouez-vous un culte au club des 27? Bah ouais, ils sont tous top. Tous, il n'y en a pas un à jeter. Je crois le premier qui fait partie de ce club, il me semble que c'est Brian Jones. Et après, il y a eu Johnny Joplin, Hendrix. Et peut-être c'est une connerie, mais j'avais entendu des gens connaissant Jim Morrison qui disaient que Jim Morrison, en voyant toutes ses morts avant lui, quand il avait 27 ans, il disait le prochain sur la liste, ce sera moi. Ben, ça a été lui. Ouais. Ben oui, il n'y en a pas un naze. Putain, les mecs canons, enfin rock, qui ont 27 ans, faites gaffe. Ou les filles, hein, quand je dis les mecs, ou les filles, pareil. Qu'espérez-vous trouver après la mort? Après, tu vois, comme je suis la représentante mondiale formée à Quantico, agent mondial donc, de Kurt Cobain, je me dis quand je vais arriver, putain, je vais être bien reçu. Et tu sais, je me souviens quand, sur un programme de télé, quand je suis petite, chez mes parents, tu pouvais acheter ta place au paradis pour 10 francs. C'était des francs. Alors j'ai piqué 10 balles à ma mère et j'ai dit, on sait jamais, je vais réserver ma place. Et le premier disque que j'ai acheté, c'était un Hendrix et un Les Who. Et les Who sont encore là, enfin pas tous, pas Kiss Moon, mais les autres sont encore là. Et je me suis dit déjà, je serai accueilli bien, je pense. Parce qu'il y aura tous mes héros, parce que moi je vis pour la musique, hein, bien plus que pour le cinéma. Et il y aura tous mes héros qui m'attendront. Enfin, j'ai envie de le voir comme ça, je m'arrange toujours pour voir de la poésie dans tout. Donc il y a une vie après la mort? Je l'imagine comme ça, voilà. Mais c'est dans une blague qui est con, mais à la fois qui est assez juste, quand on dit il faut aller en enfer pour la compagnie, mais il faut aller au paradis pour le climat. Voilà. Vous priez beaucoup? Oui. Je fais toujours les trinités quand je vais à l'église. Je prie à la Vierge, au Christ et à Saint-Antoine. Et je fais 3 prières à chacun, toujours. Pour les gens que j'aime, ceux que je n'aime pas. Pour les gens que je connais, ceux que je ne connais pas. Pour ceux qui sont vivants et ceux qui ne le sont pas. Toujours. Vous êtes un peu sorcière. Oh, qu'est-ce que j'ai de sorcière? J'ai des écritures thébanes tatouées. Parce que je me suis dit, si vraiment... Parce que ça, c'est du thébane simple. Ça, c'est du thébane en verlan. Je me dis, s'il y a vraiment quelqu'un qui comprend ça, ce sera vraiment une sorcière et on pourra discuter. Mais c'est pareil en esthétique, quoi. Quand on pense pourquoi ces femmes ont été brûlées, parce qu'elles souffraient d'hystérie, ou parce qu'une est rousse, ou parce qu'une est trop puissante qu'elle effraie les hommes de sa communauté. Donc, moi, je l'ai incarné souvent au cinéma, mais je crois que j'ai un physique plus... Tu sais, j'ai souvent dit que j'étais une pâquerette déguisée en pied jaloux. Parce que j'ai un cœur de pâquerette et je ressemble à un pied jaloux. C'est comme ça. Mais ça me va. Mais regarde, c'est vrai. Moi, je fais que des sorcières, des diables, des... Ouais. Mais ça me plaît beaucoup. Souvent, c'est les rôles, de toute façon, plus intéressants de jouer une diablesse que Blanche-Neige, quoi. L'autre, la Maléfique, elle est quand même vachement plus intéressante. Avez-vous des regrets? Non, j'ai pas le temps avec ça. Tu sais, je pense pas au passé, je pense pas au futur, je pense au présent. La vie, elle est tellement courte, mais tellement précieuse et tellement puissante que j'ai pas envie de perdre une seconde à pleurer sur ce qui s'est passé avant ou m'inquiéter de ce qui va se passer plus tard. À vos funérailles, on entendra quelle musique? La Cremosa de Mozart, bien sûr, le Requiem. Ouais.
Pourquoi? Bah parce que cette musique, quand on pense qu'il a composé ce requiem quand il est malade, qui n'est plus du tout à la mode, qu'il n'a jamais entendu jouer, mais quand on voit l'inspiration de Mozart, on se dit un homme malade avec un tel génie, et ben ça donne les requiems de Mozart et de Lacrimosa en particulier. Ouais. Béatrice, c'est l'heure de me suivre. Non, tu m'auras pas. Ah, arrête de rigoler en me regardant. Vous ne voyez pas, vous, parce qu'il a la capuche et tout. Il rigole. La mort rigole, les gars. Elle est pas si triste que ça, finalement.